Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit, sur Meta.tv. Bonjour à tout le monde, bonjour à la régie, voilà, c'est Steph qui est revenu ce soir, bonjour à tous les modérateurs et tous les métanautes pour une soirée spéciale. Alors, on va réexpliquer au niveau du sujet, j'accueille déjà nos invités, Alain Benajam Bombard. Tout le monde connaît les rondes serviettes. Alain, il se demandait justement quand allait revenir. Voilà. Et ben je suis revenu, mais pas tout seul. Il n'était pas tout seul. J'ai mon petit camarade avec voilà, il y a Mouag donc avec nous. Bonjour. On présente alors, je ne trouve pas le terme, j'ai dit spécialiste, mais voilà, c'est quelqu'un qui est, on dirait, qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc il connaît bien les sujets qu'on va aborder ce soir. Alors, pour être précis, moi j'avais annoncé un peu transhumaniste, intelligence artificielle, parce qu'on ne s'était pas entendu sur tout, alors qu'en vérité, on va aborder cet aspect des choses, mais un peu plus sous l'angle on va dire, d'un sujet, nouvelle société. de la nouvelle société, voilà, cette société en réseau, la société de partage, et de comment, bien sûr, il y a un lien en plus avec l'intelligence artificielle, bien sûr, on en parlera, mais pour que ce soit bien clair sur le sujet, parce que, effectivement, ça va pas vraiment porter que sur ça, au sens où, parce qu'on parlait déjà de Laurent Alexandre, tout ça, non, ça va pas être dans ce sens-là, mais voilà, il y a un lien quand même avec l'avènement de cette nouvelle société. Alors, la première chose, moi j'ai envie de vous demander, c'est justement cette nouvelle société, nouveau paradigme, on essaye de comprendre ce qui se passe, on va faire un lien direct avec l'actualité. Ouais. Voilà, puisque bon, évidemment, il y a eu, depuis, on va dire, hier, on est aujourd'hui donc le 21 novembre 2016, il y a eu des élections hier, et encore une fois, on a vu tout un monde médiatique qui n'a rien vu arriver, quoi. Et ça devient quand même, ça commence à devenir presque une règle depuis le Brexit, l'élection de Trump, et hier, c'était donc François Fillon qui arrive en tête donc de la primaire, au dehors de toute prévision, de tous les fameux experts, spécialistes qui sont venus nous expliquer, des sondages, voilà, qui donnaient, faut le rappeler quand même, Fillon était donné à 12%, et il atterrit à 42%, là, à un moment donné, on peut se demander, quelqu'un, je sais pas, soit ils sont complètement à côté de la plaque, les instruments ne sont pas faillibles, c'est un rapport avec justement ce qui est en train de se passer là. On a changé de société, on en a déjà parlé beaucoup de fois ici. Hein, c'est un petit peu ma thèse, c'est que il y a ce qu'on appelle, alors en termes techniques, une bifurcation, mais tout le monde comprend ce que c'est qu'une bifurcation, tu vas là, tu vas là. Bon. Il se trouve que c'est un terme aussi qui peut être amené en physico-chimie et en thermodynamique. Mais on a changé de société déjà. Et ce que j'essaye d'expliquer depuis toujours, c'est que les sociétés ne changent pas parce qu'un groupe a fait la révolution et a voulu que ça change. Jamais. Hein, on a vu, il n'y a aucune révolution qui a réussi, qui n'a changé quoi que ce soit. Les révolutions, ce sont que des adaptations de pouvoir. Mais que les sociétés changent du fait des conditions qui sont inhérentes à ces sociétés. Alors, tout le monde connaît les grands changements de l'agriculture qui a amené les cités, les villes, et puis le système esclavagiste, hein, voilà. Et tout le monde connaît aussi, ici on a beaucoup parlé de la révolution féodale, ce que c'est que la révolution féodale. D'ailleurs en France et aussi au Japon, en ce moment j'étudie le Japon. Le Japon c'est les mêmes choses, et que les conditions qui ont amené à la destruction totale de l'État antique et à la dispersion complète des pouvoirs et des initiatives, a créé ce qu'on appelle paradigme. Un paradigme, c'est un modèle, c'est-à-dire c'est une logique. Hein, c'est une espèce de logique dans laquelle une société se développe toujours selon une certaine logique, à partir du moment où cette logique, elle ne peut plus. Donc, cette logique ne peut plus se développer et elle va trouver par elle-même une autre logique. C'est ce qu'on appelle la bifurcation. Elle va trouver une autre logique. Et en fait, en étudiant les sociétés d'une part et en étudiant
la thermodynamique d'autre part, ce que j'ai fait. La thermodynamique, on explique parce que... Alors, la thermodynamique, si tu veux, c'est Clausius. Clausius, il a étudié les machines à vapeur. Clausius. Tu vois, Clausius, un savant du 19e siècle. Il a étudié les échanges thermiques et donc comment un gaz comprimé pouvait échanger de l'énergie. Hein. Donc, il y a aussi un type qui s'appelle Avogadro qui a expliqué que la pression d'un gaz est multipliée par le volume était proportionnelle à la température. Pression, volume, température, c'est pareil. Voilà. Et que, en fait, on peut travailler avec ça par analogie et comprendre que la pression, c'est le nombre d'échanges qu'on peut avoir entre nous. Hein. On parlait, le grand mot du mouvement brownien, c'est-à-dire que c'est tous les échanges aléatoires. C'est un degré d'interaction, en fait. Voilà, d'interaction que peuvent avoir les gens, et que cette pression volume, le volume, plus il est petit, plus on a de chances de se rencontrer, et dans un gaz, plus le volume est petit, plus c'est comprimé, plus c'est chaud. Et donc, pour nous, plus on a de chances d'échanger des informations, et on va voir peut-être que de l'information c'est de l'énergie, selon les théories de Shannon, et que on va accélérer la société en fait, hein, par les échanges. Et les interactions. Voilà, en fait, les interactions. Voilà. Or, le réseau, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'un accélérateur d'échange, et que c'est un accélérateur social. Donc c'est ça qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est la société de réseau avec donc cette énergie qui se dit. En fait, tu compares l'information qui circule dans la société de façon beaucoup plus horizontale à l'énergie. C'est de l'énergie de la même façon que dans un système thermodynamique dans lequel on balance une énergie. Voilà. C'est ça. En fait, la société de réseau permet d'accroître de manière considérable le degré d'interaction de la société. Donc forcément, si le degré d'interaction augmente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'interactions dans cette société, donc le nombre de possibilités et de potentialités au sein de cette société explose forcément. Internet, c'est l'exemple le plus flagrant. Et c'est pour ça que l'information se propage beaucoup plus vite et qui entraîne des bouleversements et des changements beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux qu'avant. C'est le fait que ce système en réseau, cette société en réseau, fasse exploser le nombre d'interactions. Alors on parlait tout à l'heure en aparté de cette histoire d'information verticale ou horizontale. Depuis qu'il y a une société de classe, si on veut parler en marxiste, c'est-à-dire depuis qu'il y a des sociétés avec des esclaves, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc toutes ces sociétés basées sur l'exploitation du travail humain sont fondées sur une information verticale qui est donnée par les clercs. Hein. Tu vois, au Moyen-Âge. Sacerdotal, en fait. Voilà. Et au Moyen-Âge, on parle toujours du bellatores, l'oratores et le laboratores, si tu veux. Il y a toujours dans ces sociétés un aspect tripartite où le clerc joue un rôle essentiel pour faire descendre la parole, ce que j'appelle la parole d'évangile. C'est pas anti-chrétien, mais au sens parole d'évangile, c'est-à-dire une parole qui n'est pas contestable, de la faire descendre du haut par les prêtres, et que c'est toujours les gens d'en bas sont obligés de croire. Et croire, on pourrait toujours parler qu'est-ce que c'est croire, c'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, cette parole verticale qui existe encore, elle est concurrencée par la multiplicité des paroles horizontales et des débats. Je vais passer ma journée à débattre sur Fillon, les gens oui, non, voilà. C'est fantastique. Ce qu'on peut avoir en peu de temps comme échange d'informations. Et donc là, la société, elle chauffe. C'est comme si on avait mis le gaz. Tu vois, pouf, elle chauffe, et les molécules, elles s'agitent, et puis il y a des agrégations qui se créent, hein, comme MetaTV, et voilà, et donc la société a changé. Et donc on s'est aperçu qu'elle a changé avec
la victoire de Trump et avec la victoire de Fillon, dont on a vu que pour ces deux-là, eh bien, ils avaient bien plus de connexions Internet que les autres. Ouais, ils avaient plus de connexions Internet, alors que, encore une fois, le monde médiatique, lui, la grande machine médiatique, n'avait pas vu officiel, légal. Eux l'avaient pas vu venir, quoi. Ah ouais, et pourtant, c'est des grands mouvements comme ça, donc ils ne les voient pas venir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en phase, d'ailleurs, avec ce paradigme. Ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, là, un petit peu. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils appartiennent à l'ancien paradigme. Oui. C'est qu'ils vont, en fait, ils vont se faire sortir par l'histoire, finalement. C'est tout simplement. Donc ils peuvent pas voir. En fait, ils prolongent les courbes. C'est-à-dire qu'ils ont une courbe et ils continuent à la prolonger. Ils pensent que c'est comme avant. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est que la courbe, elle a complètement bifurqué. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même logique. On a changé de logique. C'est pour ça qu'ils voient rien en fait. Ils comprennent pas rien. Ils peuvent plus comprendre. Donc ils peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Qui sont et à chaque fois à l'ouest. Bien sûr. En fait, ils analysent avec la grille de lecture de l'ancien paradigme. Donc c'est impossible qu'ils comprennent. Mais ils ont une autre représentation en fait. D'accord. Donc ils peuvent pas comprendre. Parce que là, on les a vus. D'ailleurs, ça a été proclamé par certains comme la victoire d'Internet, etc. Puisque c'est comme ça que ça a été vu. Surtout celle de Trump. Surtout celle de Trump, où c'est là, c'est flagrant quand même pour le coup qu'il y avait un décalage total entre justement la société légale, l'ordre, et puis cette société réelle, illégale contre le pays réel. Rappelle-toi, Patrick, depuis que tu as Meta TV, ça fait combien, 3-4 ans 4 ans presque. Et donc, on a d'une façon un peu régulière parlé de ces sociétés de réseau. Enfin, moi, j'ai toujours Bien évoqué. sûr, on l'a évoqué. Vraiment, même moi, je ne pouvais pas penser que ça aille si vite. Si vite. Or, il faut bien comprendre, et ça, tu vas peut-être acquiescer, c'est que ce système en réseau et de ce chauffage de la société, est-ce qu'il ne serait pas exponentiel ? Ah si, il est forcément. Bah si, parce qu'en fait, Alain Benajam a parlé de la chaleur, parce que dans les systèmes thermodynamiques, c'est la chaleur finalement qui est étudiée. La thermodynamique, c'est juste l'étude de l'évolution de la chaleur. Mais quand on transpose aux sociétés humaines, aux sociétés tout court même, finalement, la chaleur elle va être convertie en ce qu'on appelle ce que j'ai appelé le degré d'interaction, en fait. Et donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une interaction entre deux agents, en fait, les deux en même temps, ils augmentent leur potentiel d'interaction, forcément. Parce que en lui donnant de l'information, ça va être comme un accélérateur, et donc chacun va voir son niveau d'interaction augmenter. Donc, si chaque agent voit au fur et à mesure des rencontres son niveau d'interaction augmenter à chaque fois, c'est forcément exponentiel. C'est démultiplié à chaque fois. C'est démultiplié, c'est combinatoire. C'est plus une droite. Voilà, c'est une exponentielle en fait. D'accord. Voilà. C'est pour ça que ça va à cette vitesse. Et c'est pour ça qu'on voit arriver donc des bouleversements, quoi. Ah, bien sûr. On en est qu'au début. Mais il y a des chercheurs qui disent que, ils ont raison, qu'on vit la plus grande révolution depuis la révolution néolithique, en fait, dans l'espèce. La révolution grâce à la révolution d'Internet. Oui. C'est la plus grande révolution depuis la révolution néolithique. Oui. D'accord. Oui. Depuis l'invention de l'agriculture. Oui, c'est ça. La révolution néolithique, c'est l'invention de l'agriculture, bien sûr. Donc, changement de paradigme total. Complet. Et nous, on a la chance de vivre ça en temps réel. Et est-ce que, aussi, dans ce changement de paradigme, parce que vous avez parlé à un moment donné de bifurcation. Oui. Mais alors, moi, dans bifurcation, j'entends qu'il y a 2 choix possibles. Ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul choix possible? Parce que il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. En fait, on bifurque au sens où on se change de direction, mais il n'y a pas un autre choix possible. Non. Alors, la bifurcation, c'est vraiment de changer de direction. Voilà, Donc, en fait, on a l'idée qu'il y a un choix possible, parce qu'en général, on bifurque quand il y a une fourche, en fait, au niveau d'un chemin. Mais en fait, la bifurcation, c'est pas le fait de choisir. La bifurcation, c'est le fait qu'on va tout droit et d'un coup, hop, on change de direction. Voilà. Donc c'est pour ça que le terme bifurcation est tout à fait adéquat. D'accord. On va essayer de parler simplement des systèmes hors de l'équilibre. On va essayer de parler simplement parce que, en fait, la bifurcation, elle vient de là. Elle vient que tu as un système en équilibre, puis finalement, il ne trouve plus son équilibre. Donc, il est obligé de bifurquer, de trouver
une autre logique pour conserver son équilibre. Donc, on va essayer de donner des exemples compréhensibles. Si tu veux, quand tu prends un balai que tu mets sur ta main, tu vois, tu veux le faire tenir. Tu as un système hors de l'équilibre. Tu vas à chaque fois corriger la position de ta main, si tu veux, hein, tu le sens qui va tomber, tu fais ça, tu sens qu'il va tomber. Donc, dans un système hors de l'équilibre, il y a en permanence des feedbacks, des retours, on va dire. Hein. C'est des boucles fermées. Tu vois, les boucles fermées, je sens qu'il va tomber là, je fais ça. Je sens qu'il va tomber là. Une boucle fermée, c'est un régulateur de chauffage. Tu vois, hein. Quand il fait trop chaud, ça se coupe. Quand il fait trop froid, ça chauffe. Voilà. Ça, c'est des systèmes de régulation. Et donc, dans ce système-là, donc si tu veux, les systèmes complexes sont hors de l'équilibre. Par exemple, un humain, il n'y a pas plus complexe qu'un humain, il est hors de l'équilibre. C'est-à-dire qu'un rien peut faire mourir un homme. Une lame, n'importe qui, si tu veux. Ça, c'est à mettre en comparaison avec un tas de sable. Ouais. Un tas de sable, ça reste un tas de sable, tu vois. Donc ça, un tas de sable, c'est l'entropie complète. Et si tu veux, c'est un système en équilibre comme un pendule. Tu prends un pendule, tu le prends en haut, tu lâches, et puis il va revenir en équilibre, tu vois. Voilà. Et donc, le complexe est hors de l'équilibre. Et ça, c'est le chimiste Ilya Prigogine, qui est le prix Nobel de chimie, qui a montré que dans les réactions chimiques, il y avait des systèmes hors de l'équilibre qui, tout d'un coup, finalement, ne trouvaient plus le moyen, dans une logique donnée, de garder leur équilibre, et que le système, par lui-même, il finissait par trouver une autre phase, un autre équilibre par lui-même. Hein. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, il y a des phénomènes hasardeux, il y a le hasard, la nécessité, tout un système qui fait que finalement, le système complexe va dire, bah moi je suis mieux dans cette logique-là, finalement, et donc il a bifurqué, si tu veux, parce que la logique précédente, bah au bout d'un moment, bah... Ça va plus. Et qu'est-ce qui fait que, finalement, le système par lui-même, il a trouvé un autre équilibre? C'est pas obligatoire. Le système peut mourir. Hein. S'il n'a pas trouvé, il meurt. Mais c'est que les conditions ont changé, qui font que l'autre voie est possible. Parce qu'il y a des conditions. Mais c'est quoi qui a réuni les conditions? C'est la technologie? C'est quoi? La condition, là, la condition, c'est la technologie, c'est le réseau. Oui. Alors, de manière générale, la question, c'est nous, dans notre cas, ou de manière générale, dans les phénomènes de complexification? Nous, dans notre cas, par exemple, là, c'est quoi? C'est la technologie qui nous permet de connaître ça, cette évolution-là? Oui. C'est la technologie. Oui. Là, présentement, c'est la technologie. Oui, clairement. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans les phénomènes de complexification, c'est que de manière générale, je vais essayer d'expliquer de manière plus vulgarisée ce que vient de dire Alain. C'est que en fait, dans tous les domaines, dans tous les pans de l'univers, dans le champ social aussi bien qu'en physique, il y a deux grandes forces qui s'affrontent en fait. Il y a l'entropie, qui est finalement le chaos, qui est finalement c'est le retour à l'uniformisation, à l'homogénéisation. Et il y a le tas de sable. Voilà, le tas de sable. Il n'y a pas plus homogène qu'un tas de sable, finalement. C'est ça. Et il y a une deuxième force qui est la complexification. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avant le début, dans la mythologie grecque, ces deux forces, ça donne Eros, donc la vie, la jouissance, tout ce qui est érotique, d'où le nom, donc pulsion de vie, qui est confronté à Thanatos, la pulsion de mort. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un système, quand il est loin de l'équilibre, donc il va être soumis au chaos. Et donc, en fait, le fait qu'il soit soumis au chaos, il va fluctuer. Et en fait, le fait qu'il fluctue, c'est-à-dire qu'il va avoir plein de possibilités. Il va un peu se balader dans l'espace des possibles. Et à un moment, il va choper, si on peut dire, une possibilité qui va être la bonne, en fait, qui va être meilleure que les autres.
Et donc, par hasard. Par hasard, mais en fait, c'est par hasard. C'est en fait le fait que le chaos l'excite. À un moment, il va vraiment essayer toutes les possibilités, et à un moment, hop, il va avoir une possibilité qui est meilleure que les autres, donc qui est plus optimale en fait que les autres. Et à partir de là, en déroulant dans une logique de déploiement, parce qu'en fait, dans la complexification, on est dans des processus, c'est pas statique, c'est des phénomènes de processus processuels. Quand il va avoir la bonne possibilité, qui va être atteinte justement à cause du fait que, comme il va beaucoup fluctuer, il va tester beaucoup de possibilités. Du fait du principe d'optimalité, il va dérouler cette possibilité, et grâce à ça, il va pouvoir se complexifier. En fait, tout est là. Je peux donner par exemple l'exemple dans ce que tu viens de dire. Est-ce que l'idée, en ce moment où j'entends beaucoup, une idée qui est reprise, c'est l'idée par exemple d'un revenu universel dans la société. Est-ce que ça ne correspond pas à ce que tu dis, c'est-à-dire puisqu'on cherche à trouver une solution au problème de la répartition des richesses, on va dire, dans la société. Et puis, l'idée qui est en train de s'imposer, c'est à la fois cette idée du revenu universel qui correspond à ce que tu dis, c'est-à-dire le partage horizontal, total, et en plus, toujours de trouver la solution optimale, comment rétablir l'équilibre entre, quelque part, c'est une vraie recherche d'équilibre. Alors, je voudrais continuer un peu sur ce qu'il a dit, parce qu'on a dit tout à l'heure, moi j'ai dit, très vite, c'est la technologie. C'est pas en fait la technologie en soi. C'est-à-dire que la société de réseau, elle n'est pas née par la technologie. La technologie l'a rendue possible, si tu veux. Hein ? Il y a la possibilité. Elle est née pourquoi, la société de réseau ? J'ai expliqué, parce que moi j'étais là à sa naissance. En 1984, j'ai expliqué, j'étais conseiller de Sylvain Floirat, donc un des plus grands groupes français, et on m'a envoyé à une conférence de Hewlett-Packard en 1984, où des mecs, ils ont expliqué que dans une entreprise, là je parle d'une entreprise capitaliste, dans une entreprise, si elle est organisée en réseau, mais non plus pyramidale, taylorienne comme avant, elle est plus efficace. Elle est plus efficace pour l'entreprise et donc pour le patronat. Tu veux, chaque personne étant intelligent et responsable, c'est le terme de l'époque, intelligent et responsable, chaque personne est titulaire de la stratégie de l'entreprise, et que finalement, si on veut gagner du fric, il faut organiser des boîtes comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et on peut dire que s'est passé. Ça s'est passé, mais parce qu'il y avait les ordinateurs qui pouvaient aussi le faire mettre. Mais si tu veux, le déclenchement, c'était faire plus de pognon. Mais ils ont vu que Hewlett-Packard, c'était facile, ils ont fait les premiers ordinateurs, et donc eux, ils ont commencé à mettre en réseau leur entreprise, ce qu'à peu près tout le monde a fait après. Et donc, mais avec, là on va parler de l'ubérisation et tout le bazar, on va y arriver, tout ça, mais avec au bout un problème de fond, c'est que si chaque membre de l'entreprise est intelligent, responsable et possède la stratégie de l'entreprise, et donc peut avoir les comptes et tout, ça va très très loin, et bien au bout d'un moment, se pose la question de la propriété de l'entreprise. Et c'est là que la limite du système a monté. Alors, moi je termine là-dessus, comme un con, donc j'étais chef d'entreprise, j'avais une entreprise de recherche-développement dans ce domaine-là, j'ai bâti mon entreprise comme ça. Et j'ai été jusqu'au moment où j'ai failli la faire complètement exploser. Ça ne pouvait plus marcher. Parce que les mecs, ils vont me dire, mais l'entreprise, c'est à nous, quoi. C'est plus à toi. Ben voilà, je dis, bon, les mecs, allez, arrêtez. Voilà les limites. Hein, et c'est toutes les limites de la société distribuée aujourd'hui qui fait que, finalement, cette société distribuée va créer des tensions. Mais ça va être des tensions, il faudra bien que... parce qu'en fait, elle va donner... Alors, cette société va donner l'illusion, en fait, d'un partage, mais en fait, que l'illusion. Ce sera plus une illusion, en fait. Non, en fait, il va vraiment y avoir plus de partage. Voilà, exactement. Donc, l'illusion sera bien. En fait, le truc, c'est que là, le capitaliste tel qu'il est, il a atteint ses limites, en fait. Il est obligé de muter, ou sinon il disparaît. À un moment, de toute façon, d'après la fameuse loi tendancielle du taux de profit de Marx, il disparaîtra. Hein. C'est ce qu'on appelle le procès de caducité du capitalisme.
Mais en fait, là... Et en plus, il a lu le Capital. Non, j'ai pas lu le Capital. Ah bon? Non, je connais quelques notions, mais moi, on m'a essayé de me le faire lire, je peux te dire, c'est imbitable. Un jour, j'espère le lire, par contre. Et donc, je disais, donc là, il va être obligé de muter. Donc, en fait, et là, on voit bien que ça, c'est en train de poindre à l'horizon. Ce qui va émerger, ça va être la fameuse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fameuse démocratie directe, partage collaboratif, qui finalement, en fait, va être la forme parfaite de la dictature démocratique du capital, dans laquelle le peuple, ou ce qu'on appelle le peuple, ou la plèbe pour les gens qui nous dirigent, va autogérer sa propre incarcération, en fait. Ça va être ça, la démocratie directe qui va émerger. Voilà, la société va être totalement ubérisée. Donc, en fait, ça va être la plus grande usurpation du capitalisme, parce qu'en fait, il va faire croire aux gens qu'ils sont beaucoup plus libres qu'avant, qu'ils vont beaucoup plus partager, qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Mais en fait, ce qui se passe quand ça émerge, c'est que l'ancienne classe, donc aujourd'hui des super capitalistes financiers, des grands patrons et tout, en fait, le capital est tellement vorace qu'il en veut toujours plus. Ouais. Donc cette super classe, elle coûte trop cher pour le capital, dans la logique interne immanente du capital. Donc il va s'en débarrasser pour distribuer, entre guillemets, le pouvoir financier, etc. Mais c'est là où c'est une illusion. C'est que finalement, on reste toujours enfermé dans la logique du capital, mais elle est juste encore plus pernicieuse qu'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors, tu vas me dire ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Est-ce que la phase aujourd'hui du capitalisme financier, puisque c'est celui-là qui règne, est en train de se terminer au profit de ce que j'appellerais le capitalisme numérique ? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis capitalisme numérique, quoi. Moi, pas complètement. Bah, en gros, que tu vois, ce qui a fait le cœur du capitalisme financier est en train de se déplacer vers l'économie numérique, et c'est demain eux qui maîtriseront tout le reste de la société, comme aujourd'hui ce sont les banques et les financiers. Alors, je dirais pas économie numérique, je dirais l'information et l'économie informationnelle. En fait, la valeur demain, ça va être l'information. Celui qui maîtrise parfaitement, qui a un haut degré informationnel, en fait. Ça va être ça. C'est plutôt comme ça qu'il a lieu le déplacement. Enfin, c'est une tendance, hein, ça a l'air d'être vers ça. Donc oui, plus ou moins, sauf que le terme numérique, c'est plutôt information au sens large, donc forcément numérique aussi. Parce qu'aujourd'hui, toute l'information est traitée numériquement par tout ce qu'on appelle le big data, data mining, bien sûr, ce sont des techniques d'intelligence artificielle. Donc, moi, je serais un peu plus optimiste que mon cher camarade pour essayer de donner une petite vision. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est impérialisé. C'est-à-dire que là, on était dans Marx, on va passer dans Lénine. L'impérialisme, c'est le suprême du capitalisme. Il a déjà expliqué comment le capitalisme évoluait en impérialisme. Et donc, par les concentrations successives, on a souvent parlé ici de l'impérialisme et de la société des Indes, la compagnie des Indes, etc. Et que finalement, il s'est hyper concentré, le capitalisme financier, entre les mains d'une oligarchie limitée qui possède tout. Or, si cette oligarchie, elle pète, et si son système de spéculation spéculatif pète, ben, le capitalisme il va péter. Alors il faudra effectivement qu'il retrouve une autre phase, parce que aujourd'hui, il y a deux capitalismes. Il y a le capitalisme financier à base anglo-saxonne, et puis le capitalisme chinois à base de marchandises. Voilà. Alors, est-ce que les États-Unis et les anglo-saxons vont-ils revenir à un capitalisme de marchandises ? Par exemple, ça, c'est une question qu'on peut se poser, puisque le capitalisme hyper concentré financier, il est appelé à mourir extrêmement rapidement. Et est-ce que l'ubérisation va venir vers le capitalisme de marchandises ? Si tu veux, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais le grand capital financier anglo-saxon, bon, il est voué à sa perte, là. Il est fini, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'on sent quand même la tendance dans la société, elle va vers ce qu'on appelle vulgairement l'ubérisation, c'est-à-dire une espèce de
De distribution. Distribution, voilà, une espèce de partage, comme Bien ça, sûr, on a bien l'impression sûr, qu'on ouais. distille un peu Ah mais les c'est ressources. exactement le mot, c'est distribution, répartition. C'est exactement ça résume très bien ce qui est en train de se... Et là, c'est pour ça- là, quand je discutais à l'époque c'était dans les années 80, avec les gens du CNPF, pour les plus avancés de ces gens-là, le pied, c'est qu'il n'y ait plus d'employés. C'est que chacun ait son entreprise. Tu vois, toi, t'as un mec, t'es ton entreprise, t'es auto-entrepreneur, tu viens bosser à la chaîne avec Alors, un autre demain, auto-entrepreneur. moi, si je pousse la logique encore plus Ben loin. Voilà, surtout toi qui es dans ce domaine-là, j'imagine des armées de robots partout, et puis même pour répondre au téléphone, pour machin, puis on se passe de on tout va le aller monde vers ça. partout. Si Mais on c'est invente sûr. des voitures Bien sûr. automatiques, Ah oui, oui. même Uber ou pas, il n'y a plus de chauffeur, et puis Ouais, voilà, et puis demain j'invente... mais d'ailleurs, en fait, si Google a racheté Uber enfin, finalement, en fait, aujourd'hui, il y a un engouement autour d'Uber parce que les gens ils se disent oui, surtout ceux qui travaillent pour Uber, je peux avoir un petit boulot comme ça rapidement, etc. Mais en fait, leur boulot là qu'ils ont avec Uber, ça va durer que quelques années. Parce qu'en fait, c'est quoi le plan de Google sur le long terme? C'est d'avoir le réseau de voitures qui est déjà prêt. Ensuite, petit à petit, ils vont se débarrasser de tous ces chauffeurs. En plus, vu les conditions de travail, ils vont pouvoir s'en débarrasser, mais d'une facilité déconcertante. voilà, Oui. déconcertante, effectivement, pour à la place mettre leur voiture voiture automatique. Donc, s'ils ont mis des milliards dans Uber, c'est pas pour les beaux yeux de tous les chauffeurs qui sont contents, qui peuvent avoir un métier comme ça en claquant des doigts, avoir un revenu rapidement. Non, ils ont acheté le réseau plusieurs milliards parce qu'ils vont gagner encore plus de centaines de milliards quand ils vont mettre en place les voitures automatiques. Enfin, qui sont déjà en place en fait, mais quand ils vont les déployer. On en a parlé, on a fait une émission là-dessus. Voilà. Donc tout se tient en fait, tout est cohérent, il n'y a pas de... Alors dans ce système-là, qui justement, moi, quand je me projette en fait dans cette société-là, je me dis finalement l'homme il va même finir par être écarté. Qu'est-ce qui va rester? Seulement les gens dont on a besoin, ceux qu'on n'aura pas besoin. Bien sûr. Il va rester quoi? À terme, oui. Enfin, à terme, la tendance, c'est ça, bien sûr. Ça peut être, selon le mot de Marx et Engels dans le manifeste communiste de 1848, qu'ils ont défini le communisme comme étant à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses possibilités. Bon, c'est ça, la grande société communiste, c'est-à-dire que là, c'est le côté positif. On termine en positif, on peut terminer en négatif. Mais on peut, effectivement, on va vers une robotisation complète de la société, ça va être rapide. J'ai déjà dit, j'en ai parlé avec lui, on en dira un mot, les robots peuvent être beaucoup plus efficaces et plus intelligents que nous. Pourquoi? Parce que un robot, il fonctionne par apprentissage, mais si tu as appris à un robot à fabriquer une porte ou une table, lui... Pour apprendre à un autre robot à fabriquer une porte et une table, c'est instantané. Tandis qu'un menuisier apprend à un autre menuisier à fabriquer une porte et une table, il met du temps. Si tu veux que tu prends des robots connectés, ils risquent d'être beaucoup plus intelligents que les hommes. Ça fait flipper parce que là, c'est Matrix. Et de posséder tous les savoir-faire de tous les autres robots. Ah ouais. Si tu veux, tu vois, ça peut être très très rapide. Là, on est dans l'exponentiel, on est en bas de la courbe qui va monter. Mais le robot, l'intelligence artificielle, je vais poser une question taboue un peu, mais il peut avoir une conscience? Ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Comment je dis ça parce que, bon, je fais mon petit cinéphile, mais parce que c'est un thème qui est traité dans les films depuis longtemps. Oui. Et pourtant, comme on sait, toutes les fictions ont tendance à se réaliser. Donc, et celle-là, c'est un espèce de thématique qui est souvent portée, justement, à quel moment où la robotique, on arrivera presque à lui faire naître une conscience, finalement, dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'elle est tellement intelligente qu'elle s'auto, en fait, forme tout seul. Et puis elle se coalise, parce que lui, il travaille sur des systèmes de coalition. Voilà. C'est encore plus puissant. Donc, en fait, alors bon, pour revenir sur la conscience, déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est que déjà, il faut analyser ça avec la métaphysique ou la philosophie, dans la mesure où il faut déjà définir ce que c'est la conscience. Pour pouvoir la créer, il faut déjà définir ce que c'est. Et je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore vraiment compris ou saisi. Je donnerais une définition simple. Quelqu'un, c'est-à-dire que le robot, en fait, échappe
à sa propre condition de programmation pour prendre une décision par lui-même, en fait. C'est ça arrive déjà, ça. Ah, ça arrive déjà, on est déjà à ce stade-là. En fait, il y a une chose dont on est sûr, c'est que les phénomènes comme la conscience, etc., quand on fait de l'intelligence artificielle, ou même l'intelligence tout court, ce sont ce qu'on appelle des qualités émergentes. Et donc là, on reboucle avec la complexification tout à l'heure. En fait, la complexification, c'est une qualité émergente. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, à force de tester l'espace des possibilités, quand on a attrapé la bonne possibilité, ça se complexifie, il y a une auto-organisation. Donc les 3 termes pour définir la complexification, c'est complexification, négantropie, inverse de l'entropie, on a dit c'est le chaos, donc négative entropie, négantropie, et auto-organisation. Donc en fait, quand on fait des expérimentations d'agents intelligents ou même de robots, donc des expérimentations d'intelligence artificielle collective, souvent on voit des comportements qu'on n'avait pas du tout prévus ni prédits. C'est ce qu'on appelle des qualités émergentes. Ça veut dire que chaque agent a un comportement, on met en œuvre un comportement qu'on a programmé en lui, et en effectuant des interactions, ils vont arriver à faire émerger un comportement qu'on n'avait pas du tout prévu. Et là, donc en fait, on y est déjà en fait. C'est Westworld. Mais il paraît que déjà, il y a 2 robots qui ont inventé un langage et qui communiquent entre eux avec un langage incompréhensif. J'ai vu dans les hommes, j'ai vu ça dans la presse. Oui, ouais. Ça me paraît tout à fait possible. Google travaille même maintenant sur des robots qui peuvent se reprogrammer eux-mêmes. Donc ils peuvent. En fait, c'est comme si, pour traduire, comme si je pouvais restructurer mon cerveau. Quand est-ce qu'ils vont baiser des robots entre eux pour en faire des petits Je travaille pas sur ça. Non, mais c'est spécialiste. Non, parce que ça fait extrêmement peur quand même, toutes ces applications. Si on les projette, c'est Matrix qui nous attend quelque part. C'est-à-dire à un moment donné, on serait concurrencé donc par une espèce d'espèce qu'on aurait créée nous-mêmes. En fait, bon, alors tout ça, il faut quand même dire que c'est assez loin, hein, si jamais ça. Oui, c'est loin, mais on a vu que. Mais tout va très vite. C'est pour ça que ça va très vite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la logique marchande et donc du capitalisme, on en est arrivé au point en fait où c'est comme, l'homme en fait et les sociétés humaines au fur et à mesure ont voulu automatiser et autonomiser leurs tâches en fait finalement. Mais en fait là on en est arrivé au point, on est allé tellement loin et dans une logique marchande et de profit etc. Que c'est l'autonomisation qui est en train de s'autonomiser elle-même. En fait on en est là, c'est ça le truc finalement. On parlait, la dernière fois, on revient sur l'émission qu'on a faite sur le futur. On parlait des voitures automatiques de Google. Bon, quand il n'y aura que des voitures automatiques, on n'aura plus besoin d'en posséder. Donc il y en aura beaucoup moins des voitures. Parce que tu vas prendre ton téléphone portable, tu vas dire voilà, je suis là, t'es là, la bagnole elle va venir, elle va t'appeler, elle va dire voilà, je suis là. Bon, tu vas y aller. Bon, tu vas dire, je suis bourré, ramène-moi chez moi. Tu vas lui parler comme ça, tu vas roupiller, et puis la voiture va te parler, hey, t'es arrivé, du con, sors de là. Bon, pour rigoler. Mais voilà, donc toi, tu n'auras pas besoin de bagnole. Bien sûr. Donc le nombre de voitures sera conditionné par leur utilisation. Au lieu d'avoir des bagnoles dans les parkings, plus qu'il y a en circulation, il n'y aura que les voitures utiles en circulation. Donc, fabriquer des voitures ne permettrait pas de dégager une plus-value. Si tu veux, pour un capitaliste, ça ne sera pas intéressant. Par contre, ils vont fabriquer des voitures, les capitalistes, pour pouvoir les exploiter. Ah bah oui. Parce que là, tu vas chercher une bagnole, puis ça va te descendre de ton compte en banque. Bah finalement, le capitaliste, il va juste se muter. Oui, voilà, mais Renault va faire le même métier que Google, en gros. Mais en fait, c'est finalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la logique vorace du capital, c'est donc voilà, là on en est arrivé au point où même verser des salaires incommensurables à ce que j'appelle la classe capitaliste, qui sont finalement les gros actionnaires et les patrons du CAC 40, etc. Même ça, pour le capital, c'est trop, en fait. Il faut toujours plus. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué, notamment chez les gens de ma génération, donc on va dire qui ont entre 20 ans et 30 ans, voire peut-être un peu plus, c'est que...
Comment ? Les petits bébés. Bon, voilà, disons ça. Ils sont de moins en moins attirés par la possession et la propriété. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça, c'est le monde d'Atali qui nous dit exactement, dans le futur, exactement. on sera plus propriétaire ni notre appart, voilà, ni notre voiture, ni de rien. Pourquoi ? Voilà. Parce que tout est distribué finalement. Et c'est pour déjà ça, je vois, on loue des ordinateurs maintenant, on fait la pub, louez votre télé, j'ai vu, on peut tout louer quasiment aujourd'hui. Ah oui, oui, tout se loue, il n'y a plus besoin d'acheter. Il n'y a plus besoin d'acheter. Les locations de voitures, ça se fait entre particuliers. Exactement. Pourquoi tu vas avoir un appartement alors qu'avec un Blablacar, tu peux dormir un mois à New York, un mois à Paris, un mois à Miami, un mois où tu veux, à Hong Kong, voilà. Et donc, c'est en ça que c'est vraiment la notion de distribution là, et de ce qui est distribué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en parlant beaucoup avec Alain, j'ai appelé ce nouveau paradigme qui émerge la société distribuée. Parce qu'en fait, il n'y a même plus de... La notion de possession et de propriété est presque en train de disparaître finalement. D'ailleurs, moi j'entends souvent des gens, et je suis très étonné à chaque fois, je vois beaucoup de gens, même qui viennent de milieux assez aisés, qui disent qu'il faut abolir la propriété. Oui, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, bon, alors par contre, voilà, ils se leurrent complètement parce qu'on n'abolit pas juste la propriété. Si on se met vraiment dans une optique marxienne, tu peux pas abolir la propriété et pas abolir l'argent. Ou t'abolis l'argent, ou t'abolis rien du tout, en fait. Mais on sent quand même qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin, finalement. Oui, j'entends cette idée-là d'abolir la propriété. Mais ils vont jamais jusqu'au bout, par contre. Ouais, moi, je vois ça comme une attaque contre la propriété. Parce que c'est une attaque. Parce qu'en fait, finalement, c'est... Alors, attention, quand je dis la logique marchande, quand je dis le processus historique de la marchandise ou le capitalisme, c'est pas 4 gugus dans leur cave ou en haut de la tour de Wall Street qui sont en train de décider, de planifier. Il y a pas de complot. C'est immanent, en fait. Ou s'il y a un complot, c'est un complot immanent, impersonnel. Ouais. C'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est important que les gens comprennent. Il n'y a pas de type qui est dans sa cave en train de planifier. Ça n'existe pas. C'est une logique. C'est une logique par lui-même du système qui exactement. Évolue et qui connaît ça. Voilà, c'est une auto-organisation. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je parle, moi, d'impérisme et pas d'empire. Comme Soral. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'empire américain. Il y a un impérialisme, il n'y a pas d'empire. Même si, par beaucoup de... Je suis complètement d'accord. Moi, en fait, j'adore l'histoire de Rome et toute l'histoire de la République romaine, l'Empire romain, etc. Je suis vraiment un amoureux de la culture latine et de Rome, la Rome antique. Mais par beaucoup de... C'est vrai que par beaucoup de... On voit beaucoup de similitudes entre des agissements de l'Amérique, de la République américaine, et de ce qui s'est passé dans le monde romain. Oui, on fait beaucoup de parallèles. D'ailleurs, ils ont fait le Capitole, ils ont fait New York. Ils ont fait New York, le Capitole, les symboles. Ils ont même une loi très importante, ou un décret, je ne sais plus, qui s'appelle le décret de... Peut-être que je me trompe, les internautes me pardonneront. De Cincinnatus, ou quelque chose comme ça, qui était un grand politique pendant la République romaine. C'était Washington, je crois, d'ailleurs. Donc vraiment, dès le début, les choses étaient claires avec les États-Unis. Alors déjà, ils n'ont jamais fait une démocratie. Ils n'ont pas choisi le modèle de la démocratie athénienne. Ils ont choisi le modèle de la République romaine. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc les États-Unis sont bien une république. Quand Rome a écrasé, c'était presque un génocide Carthage, c'était pas l'empire, c'était la République romaine. Donc c'est bien une république en fait. Mais il y a un impérialisme. L'impérialisme, voilà, c'est ce que disait Alain. C'est quelque chose c'est une logique immanente de déploiement du capital, en fait, du capitalisme, tout simplement. Mais il connaît forcément une fin, cet impérialisme, parce que là, on est dans la fin de l'impérialisme. On est dans la phase ultime. Dans la phase ultime. Voilà, on la voit parce qu'il y a même, si tu veux, quand tu écoutes Trump, qui est amené, est-ce qu'il va arriver au bout, on ne sait pas, mais théoriquement amené à diriger le seul impérialisme qui existe encore, et que lui... Dans tout son discours est anti-impérialiste. Donc là, c'est ce que... Son discours, bien sûr. Donc, pas totalement. Il dit, voilà, nous, il faut remettre... Tout son discours n'est pas anti-impérialiste. Il est beaucoup plus anti-impérialiste
ce qu'on appelle l'establishment ou le club. Oui, mais enfin, lui, il dit l'Amérique n'a pu aller à l'extérieur, aller désarmer, aller conquérir d'autres peuples. Il dit il faut que on s'occupe de nos affaires, il faut réparer les États-Unis, il faut réparer la Rust Belt, il faut tout réparer en interne. Donc moi, j'appelle ça un discours anti-impérialiste, forcément. Et donc, si c'est lui qui devait être la marionnette suprême de l'impérialisme, c'est mal barré pour l'impérialisme. Parce que là, j'ai été à la conférence de Dugin. Oui. Dugin, il est pas venu, mais il a été empêché par les autorités françaises. Une vidéo, maintenant que tout le monde peut voir sur Internet, dépenser 8 balles pour rien, parce que tout le monde peut l'avoir. C'est pas grave, c'est très bien. Pour Dugin, c'est plié. Dugin, il a stupéfait tout le monde parce que pour lui, c'est terminé. L'impérialisme américain, c'est fini. Voilà, c'est tout. Bon, alors, moi, je serais beaucoup plus circonspect là-dessus. Mais pour lui, c'est... Surtout que Dugin est un personnage assez... pour en discuter, mais... Voilà, Dugin, c'est impérialiste russe. Donc c'est l'autre côté, en fait. Oui, c'est ce que beaucoup disent d'ailleurs, en fait finalement il y a deux impérialistes qui s'opposent et que nous on est un peu entre les deux. Alors il y en a qui craignent, j'ai lu sur Internet. Non mais les deux sont des impérialistes. Ça chauffe sur Internet, il y en a qui disent les Russes et les Américains vont nous refaire le coup de Yalta et vont se repartager le monde. Se repartager le monde, ça pourrait être ça, Trump-Poutine. En 2 zones quelque part, la bonne paix, quoi. Syrie, la nouvelle Pax Russia-Americana, et puis cette fois, en gros, une paix dans laquelle les Américains associent les autres, parce que finalement, ils ne peuvent pas imposer leur paix tout seuls, et donc ce serait une espèce de paix des grands. Eurasia, Océania, George Orwell, 1984. On y est là, on est dans 1984. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, ça a l'air... Ça ressemble. Oui, ça peut ressembler à ça, bien sûr. Mais alors... Je sais pas si ce sera ça, mais on verra. Et c'est donc parce que là, on voit où on va dans ces évolutions, qu'elles sont extrêmement rapides, accélérées par les technologies. Est-ce que les technologies, parce que ça aussi, que je voulais vous en parler, ce que vous en pensez, parce que la technologie, à la fois, elle accélère le processus dont vous parlez, mais en même temps, pour moi, j'ai l'impression que la technologie exerce de plus en plus un moyen intrusif et de contrôle aussi sur les citoyens. Aussi, parallèlement, oui. Parallèlement. Mais ça, c'est, je veux dire... Parce que Internet est aussi génial, c'est vrai, dans la diffusion de l'idée, mais on n'a jamais pu espionner aussi facilement les gens qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas nouveau. Quand on a inventé le téléphone, c'était pareil. Oui, avant on ne pouvait pas écouter les gens... de façon très facile. Voilà. À moins de coller son oreille contre la porte. Oui, mais je veux dire, toute technologie, il y a toujours... Il espionne pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, ils pédalent dans la choucroute. Comment ils vont avoir tout un chacun ? Bon, avant, ils espionnaient, mais là, moi, je suis espionné depuis longtemps. Ok. Bon, et puis, maintenant, ils espionnent tout le monde. Non, mais tu vois un peu, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça ? Ça ne servira à rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, espionner tout le monde et savoir ce que chacun a dans la tête ne présentera plus aucun intérêt. Oui, parce que avec c'est la société Snowden, partagée, on a eu bien la sûr. confirmation que ce n'était pas une problématique de conspi, il y avait bien un espionnage généralisé, des moyens... Un autre exemple, le réseau Voltaire. Nous, on a été les premiers avec Thierry Messant à porter un doute sur les attentats du 11 septembre. Oui, tout à fait, on était les seuls. Mais aujourd'hui, quand il y a un pseudo-attentat au Bataclan ou je sais pas quoi, ou à Nice, mais moi je ne dis plus rien, Thierry il dit plus rien. C'est-à-dire que paf, ça part partout, sur tout le net si tu veux. Chacun a dit ah oui mais t'as vu, il a fait ça, il n'aurait pas dû et tout. Et puis chacun va retracer le parcours du truc et puis chacun va le machin. Et puis t'as un foisonnement. Puis il y a tous les mecs avec leur téléphone portable qui ont pris l'événement, etc. Si tu veux, voilà. Et si tu veux, alors, à quoi ça sert de m'espionner, moi? Rien. Rien, ils me font chier quand je passe une frontière, c'est tout. Mais vous pensez que justement, même malgré ce système, on va dire, de contrôle assez... Parce qu'il veut dire... À la hauteur de la technologie, ils ont la hauteur du contrôle qui va avec, parce que plus on a de portables, plus on sait ce que tu fais, plus tu as Internet, plus on sait ce que les gens pensent, etc. Et la question que je pose, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de tout ça ? Moi, je me pose, est-ce que c'est une façon
pour éliminer les opposants, par exemple. C'est pour voir dégager... non, mais non. c'est vrai qu'entre de mauvaises mains, c'est... Voilà, dangereux. entre de mauvaises mains, c'est ça que je veux dire. C'est entre de Avec mauvaises mains. la loi de renseignement, je sais plus quand ils l'ont fait passer, celle-là, c'était en 2015 ou au début de cette année, je sais plus. Et quand je vois un valse hystérique qui a la main qui tremble, etc., bon, moi je suis pas très serein. Enfin, bon, voilà. Donc effectivement, alors aussi, il faut que les gens, de manière générale, ils soient conscients et qu'ils aient un bon comportement. Enfin, quand je dis un bon comportement, c'est au niveau de la sécurité par rapport à Internet. Par exemple, utiliser Windows. Enfin, faut pas utiliser Windows. Déjà, faudrait déjà que tout le monde soit passé sous Linux depuis longtemps. Tout le monde sait que Windows, c'est bourré de backdoors. Backdoors, en fait, c'est des portes d'entrée informatique, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on bien soupçonne, sûr, donc bien confirme, sûr. parce que de toute façon, Snowden l'a expliqué, tout le monde... Non, Mais tout le monde, dès qu'ils sortent un nouveau Windows, dès qu'ils sortent un nouveau Windows, c'est ce qui est magique. Mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous complètement que eux, ils savent par le menu ce que je fais, ce que je pense. Parce que ce que je fais, ce que je pense, a pour eux aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt qu'il y ait des plein de backdoors dans mon ordinateur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien. J'en ai rien à foutre. Rien. Et que si tout le monde en a rien à foutre, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Eux, c'est juste... Je vois pas. Voilà, comme il dit, entre de mauvaises mains, on pourrait dire que c'est un grand organe de contrôle quand même. Attends, ils vont pas mettre tout le monde dans des camps ça et fera dans les du monde, stades. Après, Toi, tout s'il le monde avait ne fallu vient te pas se mettre en remettre à tôle, télé. ils auraient dû te mettre en tôle il y a 1 an ou 2. Alors, maintenant, c'est trop tard. Mais ils me font chier quand même, quoi. En fait, Oui, ils font font chier, quoi mais ils font chier. Oh bah, ils me convoquent, ils machin. Ah bon? Oui. Ils font chier. Ouais, ils me font chier, ouais. À part te faire chier. Ah, pour me faire chier, oui. Mais, Ouais, moi aussi, ils me mais font je me un dis, peu bon, chier. madame, moi, je vais dire, je suis pas dans le citoyen lambda, d'accord. Mais le citoyen lambda, lui, il se fait aussi, il est espionné, quoi. Parce que j'ai vu des simples gens aujourd'hui qui ont été réprimés parce qu'ils ont fait un commentaire sur Facebook, quoi. Je veux dire, c'est ça, je veux dire, ils ont fait un petit truc. On a vu des gens qui ont été condamnés. À l'époque, il y en a même un qui a été condamné, je crois qu'il avait traité de menteuse une homme politique, une femme politique, et il a été condamné, alors que c'était dans un commentaire sur un article qu'il il avait dit « Ouh, c'est une menteuse », un truc comme ça. Donc il était condamné pour ça, donc je me dis, c'est quand même, c'est aussi un peu dictatorial aussi, cet aspect technologique mais, et à la fois contrôle. Emmanuel Todd, il a parlé du fascisme rose, pour parler du régime socialiste, il a tout dit. Fascisme mou, fascisme rose. Il a tout résumé. C'est... Parce que on a nique ce fascisme, parce que à partir du moment où ton information elle est horizontale et tout le monde s'exprime dans cette espèce de brouhaha plus ou moins organisé quand même, parce que c'est pas seulement un brouhaha, si tu veux, c'est par page. Si tu veux, moi j'ai ma page Facebook, j'ai 5000 amis, j'ai 10 000 abonnés, bien sûr, voilà, donc j'ai un univers, et puis il y en a un autre, et puis on voit, c'est quand même un peu organisé. C'est Christiane Taubira qui a déclaré il y a pas longtemps, là, c'était il y a l'élection de Trump, c'est la faute à Google et Facebook. Elle en a parlé à la radio, puis elle a dit oui, il faut prendre les responsabilités, il faut que ces entreprises assument, c'est à cause d'eux que ces choses-là. Elle a raison. Et alors, comment ils vont couper Facebook? Alors, tous les entreprises sont sur Facebook, tout le monde. Maintenant, ça génère du pognon. Et ils sont pris dans leurs contradictions. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait que l'histoire va les sortir, c'est que, voilà, ils peuvent plus retourner en arrière de toute façon. Donc comme ils sont empêtrés dans leurs contradictions, voilà, ils peuvent plus. Leur position en fait, elle est intenable. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, alors après, il y en a beaucoup qui disent, et ils ont raison d'ailleurs, il faut toujours se méfier de la bête blessée, la bête qui est agonisante. C'est là qu'il faut avoir un retour de bâton. Bien sûr. Mais le retour de bâton, pour eux, c'est la fin de l'illusion démocratique. Voilà, c'est ça. On vit dans l'illusion démocratique, on dit c'est la démocratie, liberté de la presse. Moi, personne n'y croit. Personne n'y croit, voilà. Personne n'y croit. Mais là, s'ils viennent ici t'arrêter, nous arrêter et nous emmener dans les stades comme du temps de Pinochet. Du temps de Pinochet, là, tout le monde verra, bah non. Oui, là, c'est comme tu dis, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils rompent avec une logique totale de faire croire qu'il y a une liberté. Et pour le coup, ça déclencherait la réaction aussi des autres. Ceux qui ne seront pas en tôle, ils vont dire, mais quoi, vous nous racontez des conneries? Non, mais tu vois bien que si tu veux, on est dans la bifurcation, leur logique
elle part dans les sables. Parce qu'en fait, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté quand même? On parlait tout à l'heure un peu de l'oligarchie, les tenants, justement de maintenir la société dans sa direction, et puis justement l'avènement des technologies qui l'ont fait bifurquer de force en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on bifurque de force. D'où encore le décalage entre le monde média et le monde alternatif. C'est pas la technologie c'est un peu plus complexe que ça. En fait, c'est pas la technologie qui fait bifurquer de force, c'est une relation... c'est une relation de dialectique et en même temps rétroactive. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, il y a un paradigme ou une pratique qui est en train d'émerger. Donc forcément, cette pratique va apparaître au niveau social, humain, mais en même temps dans l'outillage. Donc si le réseau est apparu au niveau informatique, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en parallèle, il est aussi apparu dans les théories, ce qu'on appelle les théories managériales, en fait. Ouais. Donc, c'est rétroactif, en fait. Ça veut dire qu'on commence à pratiquer, à avoir une pratique. Donc, forcément, les gens qui sont baignés, dont l'esprit est infusé par cette pratique, quand ils vont créer des outils informatiques, ils ont inconsciemment, ils ont déjà en eux, ils sont déjà imprégnés par cet outil ou cette pratique. Donc, c'est tout à fait logique que ce qui crée, ça ne soit que le reflet, en fait. Un peu d'ailleurs, alors, justement, vous allez me faire, ça me fait rebondir sur quelque chose. Est-ce que c'est pas aussi ce qui se passe, le problème qu'on a aujourd'hui dans l'éducation, avec justement... On a tellement des problèmes dans l'éducation. Tellement, mais il y a un énorme problème de base dans l'éducation. Pour moi, c'est justement, comme dans le même paradigme qui a explosé, le prof, il n'y a plus cette verticalité du savoir, et donc on se retrouve avec des élèves, justement, qui eux, en plus, aussi sont interconnectés en réseau, et qui, du coup, par cette force du nombre, remettent en cause même le savoir même du professeur, sans parler de l'autorité ou quoi, mais je parle même du savoir pour s'attaquer au cœur du truc. Ouais. Alors, pour revenir à la technologie, et donc acquiescer à ce qu'il a dit, la technologie n'est que la condition. Ce n'est que la condition. C'est-à-dire, c'est le bouillon, la soupe initiale, dans lequel c'est possible. Mais ce n'est que la condition. Et ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il y a un rapport cybernétique entre... la technologie permet la technologie. Cybernétique, c'est rétroactif, en fait. Voilà, tout simplement. La technologie permet la technologie. Ce qu'on appelle la boucle rétroactive, c'est je fais une action qui m'envoie un retour avec laquelle je peux m'autoréguler, finalement. C'est comme le thermostat. Voilà. C'est tout simplement ça, une boucle rétroactive. Et donc ça, c'est en train d'atteindre petit à petit toutes les strates de la société dans tous les domaines. Ça c'est ce qu'on appelle une récursion organisationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déploiement, c'est une logique de déploiement. Donc au fur et à mesure, le réseau a commencé à se mettre en place. Et puis par ricochet, on pourrait dire presque, c'est comme un algorithme en fait. Itération après itération, à chaque fois qu'on fait un tour de boucle, ça s'organise, ça se complexifie et cette logique se déploie en fait. Et donc c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qu'on est en train d'assister. Ah oui, mais là c'est jusqu'à aujourd'hui. On a évoqué Étienne Chouard, la rénovation du système politique dans le même sens, du sens dans cette même logique. Tout se tient. Aujourd'hui, si tu veux être intelligent ou un honnête homme, je dis intelligent entre guillemets, c'est un honnête homme, si tu veux comprendre ton environnement, tu es obligé de maîtriser d'abord l'histoire. L'histoire, la géographie, la technologie, avoir lu Prigogine, parce que sinon tu n'as rien lu, la philosophie, c'est important, la philosophie. Et d'ailleurs, ma chère amie Lou m'a donné sa version du hasard, philosophie, j'ai dit version du hasard, ce serait bien qu'elle bosse avec nous, Lou, mais bon, elle est dans sa tour d'ivoire, c'est dommage. Mais il nous faut un philosophe, la linguistique, et les mythes. Oui. Il a expliqué, t'as tout dans les mythes grecs. Les mythes sont extrêmement importants parce que les mythes, ils forment la pensée, ils permettent l'échange d'informations et les échanges d'énergie. En fait, les mythes, c'est une représentation symbolique d'une société et de l'ère du temps de cette société, de l'esprit du temps, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important. En fait, si on veut comprendre une société à un instant donné, ou plutôt à une période donnée, il faut étudier sa représentation symbolique. Et donc, par quoi passe sa représentation symbolique ? Elle passe par la langue
qui étaient utilisés à cette époque et par les mythes. Quand on dit les mythes, c'est mythes, religion, etc. Et comme ça, on peut vraiment se mettre dans la tête des gens qui vivaient à l'époque. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus du tout la même représentation symbolique des gens d'avant. Va expliquer à un mec ou une femme baignée dans de l'individualisme total ce que c'est sacrifier sa vie pour, comme les chevaliers, tu vois. C'est pour ça qu'ils prennent, dans le dernier entretien de Pierre-Yves Rougeron, celui de novembre, je crois, il explique très bien que les gens pensent que les djihadistes, ils sont fous. En fait, ils sont pas fous. Ils ont juste une rationalité. C'est lui qui le dit, il a tout à fait raison. Ils ont une rationalité différente. C'est vrai que nous, pour l'homo occidentalus, c'est compliqué de comprendre comment ça, je vais quitter mon petit confort pour aller me sacrifier, etc. Dans ma logique individualiste, c'est pas possible. Mais en fait, ils sont très très logiques. D'ailleurs, la plupart, parce que bon, souvent en France, on nous fait croire que ce sont des racailles, des dégénérés, etc. Mais en général, quand on fait une étude poussée, il suffit juste d'écouter. Il suffit de voir. Alors franchement, il suffit d'écouter. Vous allez sur YouTube, d'écouter Xavier Hofer, un des plus grands criminologues de France, si ce n'est le plus grand, qui va vous expliquer très bien, et c'est un spécialiste, que la plupart des djihadistes sont éduqués, viennent de familles aisées et ont fait vraiment des études poussées. Quoi. Ça veut dire tout l'inverse de fou des œuvrés qu'on veut nous faire croire. Oui, mais bon, tout l'inverse. C'est le monde des libérations qui dit ça, donc à partir de là... J'allais te proposer d'ailleurs une émission sur le mythe, mais comme je ne suis pas souvent ici, parce qu'en ce moment j'étudie le mythe du Nord. Le mythe du Nord, qui est un des plus grands mythes qui existent. Le mythe du Nord. Du Nord. Le mythe du Nord. Oui, mais le mythe du Nord qui est le plus grand mythe occidental. C'est-à-dire, celui qui est au Nord est toujours mieux que celui qui est au Sud. Ça a toujours été comme ça. Le Moyen-Âge. Ça plaira à certains, ce mythe-là. Mais non, c'est un mythe. C'est un mythe, mais qui a une origine. Il a une origine, bien sûr. Qui a une origine réelle. Pourquoi depuis qu'il y a de l'histoire qu'on écrit, pourquoi le blanc est toujours mieux que le bronzé, si tu veux. Et oui, ça c'est un des grands mythes de chez nous. C'est intéressant de savoir. Ça plaira à certains, d'autres vont encore m'insulter, on va faire la pause. Oui, parce que quand je sors ces sujets-là, oulala. Non, on parle de mythes là. On parle de rien. Fais pas ton anti-mythe. Nous, on va faire la pause et puis on revient juste après à vous la régie. Non, parce que